Hello et salut des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Ambiance néo-ecclésiastique dans les ateliers de Marie Griot. Pas de bonne sœur à l'horizon, mais de jolis vitraux et surtout un savoir-faire d'exception. Entre l'art et le design, le cœur d'Eric Lévy balance. C'est avec un subtil équilibre qu'il jongle entre les deux. Terminez les meubles suédois de l'enseigne bleu et jaune, bonjour design d'exception. Des découvertes stylées en plein cœur de la capitale. Le trio des créatrices qui donne envie de mettre le dessous dessus, c'est superbe, garantie sans ringardise. Beau pour les yeux, bon pour la tête, le tout en version 100% française, c'est le point de vue. Si le DIY est en vogue, autant qu'il soit bien fait, finit le point de croix approximatif et le terrarium façon désert du Sahara. L'établisienne a eu la belle idée de proposer des cours et des stages qui vont vous donner envie de créer. De la fabrication de sa propre paire de sandales au dentage des outils pour travailler le bois, vous pourriez être fier de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Coquillages et crustacés ont quitté leur plage abandonnée pour envahir les rues de l'île Pénote dans les Sables d'Olonne. L'artiste local Daniel Arnaud Aubin, surnommé la Dame au coquillage, a créé de drôles de chimères à même les murs de la ville. Soyez rassurés, sirènes, pieuvres et hippocampes font des bien meilleurs voisins que les petits jeunes du 4e. La tatoueuse Tarmaz a posé son dermographe l'espace d'un instant pour nous faire découvrir ses talents de scénariste et d'illustratrice dans son premier ouvrage papier Voyage en République du Crabe. On retrouve son trait si original au service d'un monde singulier où se côtoient absurde et aventure, la bonne recette du succès. Vous adorez détester vos collègues du bureau, vous avez un message à faire passer à votre nièce en plein crise d'ado ou à votre belle-mère qui ne vous parle que de sa cataracte. La créatrice de Félicie aussi a la solution. Des colliers et des bracelets arborant des mots doux pour annoncer votre caractère au premier coup d'œil. Garce, vilaine, morue, nous on sait déjà à qui on va les offrir. Fragile mais pas tant que ça, Marie Griot coupe, assemble, peint des morceaux de verre pour donner naissance à des somptueux vitraux tout en transparence. Petite, Marie Griot visite une fabrication de verre à biote et c'est un véritable coup de foudre. Fascinée par l'art et les techniques du verre, elle se tourne pourtant vers une voie très différente en devenant interprète anglais et russe. Après quelques années dans l'entrepreneuriat, Marie rencontre un verrier qui lui donne envie de retourner à ses premières amours. C'est une discipline qui m'a beaucoup plu. D'abord, les métiers d'art en général me plaisent parce qu'ils parlent de transmission, d'exigence, de gestes de la main. Et le vitrail en particulier parce qu'il y a un lien au passé qui est évident du fait que c'est un art qui date du Moyen-Âge. En même temps, c'est très contemporain parce que le verre, c'est intemporel et que ça se travaille de façon extrêmement moderne aujourd'hui. C'est un matériau qui est vraiment magique, qui est plein de contradictions. C'est fragile et en même temps, c'est hyper dur à travailler et c'est bien plus résistant que ce à quoi on peut s'attendre quand on démarre dans la discipline. Ça a un côté très éphémère, il y a des bulles à l'intérieur, les couleurs sont nuancées, il y a une subtilité des jeux de couleurs qu'on obtient avec le verre qu'il n'y a pas dans d'autres matières et que je trouve complètement fascinante. Si le verre est un médium difficile à maîtriser, la confection d'un vitrail nécessite tout un tas de techniques aussi complexes. Un vitrail, ça commence toujours par un dessin. Donc la première technique à maîtriser, en fait, c'est celle du dessin. D'abord parce que quand on fait une maquette, on fait une petite représentation au dixième de ce que sera plus tard le vitrail et qu'on doit être précis et minutieux. Et donc là, il y a tout le côté dessin naturaliste, dessin à la 19e, dessin à la 12e, 13e, 14e, 15e qu'il faut maîtriser pour ne pas faire d'anachronisme. Pour peindre sur le verre, Marie utilise de la grisaille. Ce nom poétique est un mélange d'ocre, d'oxyde métallique et de poudre de verre cuite à 640 degrés, fait pour traverser les siècles. Vient ensuite la découpe du verre. Au Moyen-Âge, on coupait le verre par choc thermique. Donc on avait des coupes qui étaient parfois très difficiles à réaliser et ils ont fait au Moyen-Âge des choses exceptionnelles techniquement, mais le bord de la pièce était toujours un peu rogné, un peu grignoté parce que par choc thermique, on n'a pas la même précision que quand on coupe au diamant. Sous François Ier, le diamant est inventé, c'est la révolution dans la coupe de verre et aujourd'hui, on coupe toujours avec ça.
Donc ça, c'est vrai que quand on manie le diamant, l'outil coupe-verre, on est complètement en lien avec un passé qui dure depuis des siècles. Et c'est hyper agréable de se sentir part d'une filiation comme ça. Une fois les morceaux de verre découpés, Marie passe à l'étape de l'assemblage, car tous les morceaux de verre sont maintenus entre eux par différentes lignes de plomb qui épousent parfaitement les formes. Les différentes tailles de plomb garantissent la solidité du vitrail, mais également l'esthétisme. Une fois le vitrail assemblé et soudé, il faut l'installer. À la différence d'un peintre sur toile qui va faire une œuvre autonome, le verrier, lui, il est étroitement lié à son architecture. Il doit avoir en quelque sorte l'oreille musicale pour faire quelque chose qui ira dans le bâtiment. Il faut savoir s'adapter non seulement au style de l'architecture, mais aussi à la fonction du lieu. Difficulté supplémentaire, Marie doit également composer avec la lumière. Lumière naturelle, lumière artificielle ou lumière rasante. Un vitrail, quand il fait nuit par exemple, il peut quand même vouloir être beau. Et dans ce cas-là, il faut penser à toutes les textures sur les verres qui vont refléter les lumières artificielles d'un salon, d'une applique, d'un plafonnier et qui vont faire que le verre frappé par la lumière la réfléchit, la renvoie, la diffracte, la change, émet lui-même sa brillance et ça c'est de la lumière rasante. De nombreux facteurs que Marie doit prendre en compte pour exprimer son style. Je pense que mon inspiration elle est assez art déco. Du fait que les courbes ne sont pas des courbes très tarabiscotées mais plutôt qui sont parallèles les unes aux autres, plutôt géométriques. Mais qu'à l'intérieur de ce cadre-là, j'aime vraiment bien l'organique, le mouvement, la tension entre ces lignes très minimalistes et ces mouvements très organiques. C'est ce qui m'attire. Avec ses lignes art déco et ses formes organiques, Marie modernise le Moyen-Âge. Que ce soit dans son atelier en tablier d'artiste ou devant les ordinateurs et maquettes en tenue de designer, Arik Levy nous fait tourner la tête. Pour entrer dans l'univers d'Arik Levy, il ne faut pas hésiter à ouvrir plusieurs portes. Des mondes sans frontières où s'entremêlent l'art et le design. L'homme partage son studio et sa vie entre ces deux disciplines. Le design industriel, c'est un métier dans lequel le rôle de la personne, le professionnel, c'est aider l'industrie et améliorer la vie de tous les jours. Comment on peut faire un packaging d'un parfum de 1 mm plus petit, un seul, multiplié par 20 millions d'emballages. C'est une forêt entière. L'art n'a pas ça. Si je fais une sculpture qui est grand, il est grand. Qu'est-ce que je peux faire? Je voulais faire grand. J'ai une sculpture en Italie dans une fondation dans laquelle le hangar était construit autour. Et j'ai une sculpture que je veux installer à Moscou pour le Hermitage Contemporary qui est plus grand qu'un bâtiment. Cet enfant d'Israël cultivait déjà cette schizophrénie artistique sur les plages de Tel Aviv. Comme je devrais vivre, trouver le moyen de vivre, je commençais à peindre des planches de surf. Et je réalisais que je peux peindre des planches de surf des autres et être payé pour cela. Et donc je commençais à gagner mon argent et j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir partir. À 28 ans, il quitte son pays natal pour la Suisse. Et plutôt que de choisir une école d'art, il décide d'apprendre le design. C'était une complémentarité. Je suis même allé dans la section de design automobile, donc de voitures, parce que c'était la plus proche de la sculpture. Je ne voulais pas faire un fer à repasser ou autre, ça ne m'intéressait pas trop. Mais tout est grandi et donc j'ai deux personnalités qui sont présentes dans l'art et dans le design. Après la Suisse et le Japon, c'est à Paris qu'Arik décide de poser ses valises, sans connaître personne, ni même parler le français. J'avais pas de meubles, j'avais rien, donc je construis des meubles en carton, j'ai tout fait. Une amie m'a donné son vieux machine à coudre et je commençais à coudre de papier. J'ai commencé à créer de lampes que je vendais avec la Galerie Santou. À l'époque, je fais des centaines. C'était comme une industrielle le soir. Donc je travaillais à l'école le matin en enseignant. Et puis le soir, je faisais mes lampes. En 1996, il crée son propre studio et son travail en tant que designer est reconnu à travers le monde. Pour son dernier projet, il a repensé des robinets. Je décidais de faire un système et de ne pas faire un modèle. La société peut créer
nombreux éléments avec des finitions, avec de tailles différentes du décor, etc. Et le client final peut composer sa propre robinet. Tu peux aller et dire, voilà, moi j'aime ça, très, très lisse, très clean, très contemporain. Et tu peux aussi dire, non, moi je ne veux pas avoir 3 anneaux comme ça, je préfère avoir une comme ça et un autre comme ça. Et donc le robinet est complètement différent. Son travail en tant qu'artiste, c'est aussi dans son studio que ça se passe. Même s'il compartimente les 2 disciplines, Arik surfe sur cette ambiguïté pour casser les codes. C'est d'ailleurs ce qui a séduit Bénédicte il y a quelques années. Elle a travaillé avec Arik pour une célèbre marque de bijoux. Pour lui, les frontières entre les disciplines n'ont pas de sens. L'important, c'est vraiment d'avancer, d'innover, de réfléchir autrement sur les organisations, sur la poétique de l'objet ou de l'art. Il y a de très grands créatifs qui ont travaillé sur plein de disciplines différentes, comme Le Corbusier, qu'on connaît tous, architecte, qui était un grand peintre. L'important, c'est pas les disciplines, c'est la manière dont on les aborde. Côté artistique, Arik Lévy est exposé dans les plus grands musées du monde. Il a un goût pour les formes contemporaines, simples, élégantes, parfois même minimalistes. Il est autant photographe, peintre, sculpteur que joaillier. Ses talents n'épargnent aucune discipline et ne manquent pas de perdre le spectateur. Je peux vous exposer peut-être 15 ou 20 ou 30 ou 100 pièces différentes, tu ne diras pas que c'est le même artiste. Donc, moi, je prends ça comme un avantage, comme un privilège, comme un plaisir ou un désir même. Si tu es pâtissier et tu fais un gâteau que tout le monde adore, tu finis à faire que ce gâteau parce qu'ils n'achètent pas les autres. Et c'est une frustration pour un créatif. Et la frustration n'existe pas dans le vocabulaire d'Arik Lévy. L'homme ne se refuse rien, c'est certainement ça la clé de la liberté. Bonjour Arik. Bonjour. Vous avez dit une fois que la création, c'est comme un muscle qui travaille de façon inconsciente. De toute façon, ça se passe. Chez vous, c'est comme ça? Oui, c'est incontrôlable. Il y a 2 autres muscles incontrôlables comme le cerveau, comme le cœur. On ne peut pas arrêter le cœur. Si on arrête, on meurt. Et c'est l'antithèse de notre vie. Et la respiration, la sexualité, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. C'est la survie de l'espèce. Et la création est une, chez moi en tout cas. Si le design est là pour rendre la vie des gens plus agréable, plus confortable, l'art doit être là pour interpeller, pour raconter complètement autre chose. Le confort, l'ergonomie, l'amélioration de tous les jours, le service de l'industrie, trouver des solutions, qu'on sera dans le médical ou dans l'industriel ou dans la chaise, ça c'est le design. Mais un objet doit être aussi beau. C'est agréable quand les choses sont belles. Et une peinture, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une peinture qui nous donne de la pêche tous les jours, qu'on le voit, ou qui me fait rappeler un moment de notre enfance, un rêve bien ou atroce, n'importe. C'est une fonction. Et cette fonction, on voit une œuvre, on ne peut pas l'ignorer. Vous parlez de cet atelier comme une maternité. Est-ce que parfois il y a des accouchements difficiles? Bien sûr. Bien sûr. Déjà, je suis enceinte constamment, donc c'est une sensation formidable. Il y a des accouchements qui sont peut-être très longs. Il y a déjà une grossesse qui peut être très très longue ou très courte. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas une règle, il n'y a pas une mesure qu'on peut appliquer. La règle des 9 mois n'est pas applicable chez vous. Non, ça peut être des projets qui peuvent durer 5 ans, ou 10 ans, ou 3 secondes. Ils sont tous des accouchements. Quand le bébé est né, il existe, il vit sa vie, c'est facile de le laisser partir? Non, c'est pas facile. Vous vous attachez? Ni pour mes enfants réels. Vous êtes un papa poule alors? Oui, mais on est obligé. Ce que j'adore, c'est de recevoir des photos de la pièce où elle est. Comment elle vit chez les gens? Oui, par exemple, il y a littéralement 2 jours, je parlais avec une amie, je l'appelais, elle me dit « Ah, je suis dans un dîner et tu es à côté de moi ». Donc, je ne savais pas où elle est, il y avait une pièce à moi, juste à côté. Donc ça c'est super, parce que les pièces rentrent
dans la vie des autres. Votre leitmotiv, c'est de se réinventer sans cesse, à travers différentes œuvres, à travers des objets, à travers des matériaux. Je viens d'un pays qui est en état de guerre, qui a toujours été, et on espère que ça ne continuera pas, d'Israël, et on est constamment dans un état de survie. Comme je vivais là-bas, c'était une angoisse, parce que tu ne sais pas si tu prends ton vélo et puis il y aura un missile qui te descend sur ta tête, on ne sait pas. Mais depuis beaucoup d'années, ce n'est plus une angoisse, c'est un cheval. C'est une énergie, une locomotive. Que vous avez transformée. Oui, absolument, qui me donne énormément d'énergie et qui me demande et qui me permet d'aller au-delà de où je suis. C'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle mon travail est très éclectique. Un jour je peins, l'autre jour je fais une sculpture, et puis je fais quelque chose de très figuratif, et là je fais mes portraits en clé. Et j'ai besoin de chercher, j'ai besoin de... Je ne trouve pas forcément. C'est comme ça. Moi, je vous souhaite beaucoup d'énergie positive pour créer en tout cas. Merci Eric. Merci. Toutes les bourses ont le droit aux pièces déco les plus branchées. Repérage vous emmène découvrir les bonnes adresses d'un Paris sous le signe du design. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale à la recherche du Paris Design. Située dans la très prestigieuse rue du Faubourg Saint-Honoré, Piazza, maison française de vente aux enchères, accorde une place de choix au design. Et chez Piazza, le plus important est avant tout de faire passer une émotion à travers leurs différentes sélections. L'identité de Piazza, elle passe surtout par une sélection, elle passe par un esprit, elle passe par des découvertes, elle passe pas obligatoirement par des prix absolument stratosphériques, elle passe aussi par qu'est-ce qu'on peut transmettre comme émotion à travers un objet, quel qu'il soit. Les choix audacieux de Frédéric Chambre et de ses équipes sont parfois de véritables coups de poker, comme avec la sélection de sa dernière vente. Dans cette vente de design italien, vous avez un céramiste, Guido De Zan, que personne ne connaissait il y a encore 15 jours. Nous organisons une vente autour de son travail et nous allons essayer de transmettre, en définitive, cette passion qu'on a de son travail. Voilà. L'audace de Piazza a payé car la quasi-totalité des lots ont été adjugés bien au-delà de ses estimations. 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Non, merci beaucoup. À 1500, merci beaucoup, monsieur. À 1500, j'adjuge. Merci beaucoup, adjugé au 349. Et parfois, certaines ventes peuvent exploser, comme avec ce plafonnier estimé entre 20 000 et 30 000 euros, finalement adjugé à... Il est au téléphone à 70 000. À 72 000, c'est bien vu, j'adjuge sans regret. Adjugé 72 000. Le design est présent partout et s'installe également dans vos espaces de travail. À 2 pas des grands boulevards, WeWork a installé son premier espace de coworking parisien. Dans cet immeuble des années 30, mobilier, décoration et architecture sont au service du travail collectif pour le plus grand bonheur des locataires. On a gardé un maximum de la structure années 30 du bâtiment, cette entrée monumentale en marbre, la verrière, la structure de l'escalier en marbre lui aussi, mais avec une forgerie laiton et fer qui est sublime. On a par exemple ce bar qui reprend les codes du design années 30 avec ce carrelage, les couleurs, ce verre, le damier et le laiton. Et l'idée c'est d'adapter le design et l'architecture à un espace de travail collaboratifs, mais aussi qui sont un lieu de vie. Chez WeWork, plus de 400 startups se côtoient et profitent de l'aménagement design des bureaux qu'ils louent. Comme pour rendre les journées de travail plus agréables, la déco-design a pris place dans les bureaux, les espaces communs et même jusque dans les toilettes. À
Allez, on enlève quelques zéros et on vous emmène faire le plein de décoration chez Flux. Vous connaissez ? Flux, ce n'est pas non pas 2 ni 3, mais 4 boutiques situées en plein cœur du Marais et qui va bientôt fêter ses 13 printemps. Ce concept store est le repère de tous les amoureux du design et de décoration de la capitale. Une sélection pointue de designers est faite quasi quotidiennement, de quoi satisfaire les impatients et les adeptes de la déco en masse. Ici aussi, la scénographie a son importance pour mettre en avant les différentes sélections présentes. Chaque boutique a sa particularité, mais tous les objets présentés ont un point commun. Ils sont tous issus de designers connus ou moins connus. Vous voici donc avec 3 adresses en poche pour designer vos intérieurs ou vos espaces de travail. Un défi culotté plus 3 jeunes femmes pleines d'idées égale superbe. On vous prévient, elles vont vous faire porter la culotte. Taille haute, taille basse, en velours ou encore à sequin, les filles, il est temps de porter sa culotte fièrement. Mélanie, Margot et leur collaboratrice Sonia ont lancé en 2017 des culottes qui risquent bien de révolutionner votre tiroir à sous-vêtements. On en avait marre d'avoir de la lingerie à dissimuler en coton ou la lingerie pour séduire en dentelle noire, rouge, très classique. Ça nous parlait pas vraiment, on a voulu faire une lingerie un peu pensée comme des accessoires, comme des chaussures, comme un sac à main qu'on a envie de porter et qu'on apporte de l'importance autant qu'aux vêtements. Les filles ont toujours mis la culotte au premier plan. Mais pourquoi ? On est 3 fondatrices qui ne portent pas de string, on porte toute la culotte et on a voulu proposer des modèles sur le marché qui soient cool et à l'image des femmes d'aujourd'hui. Et avant de nous proposer des culottes à paillettes, les 3 fondatrices n'étaient pas du tout destinées à créer de la lingerie. J'ai commencé, moi j'étais chef de projet digital, je travaillais dans le design web. Sonia ensuite qui est aussi dans la communication. Moi j'ai fait en fait un master en communication visuelle et ensuite j'ai fait un autre master dans une école de mode mais la partie business pour apprendre justement à monter et à créer sa marque. Et tout va débuter le jour où Mélanie commence à dessiner des culottes dans sa chambre. Pour assouvir son envie de créer, elle décide de prendre des cours de couture et de modélisme avec un grand nom de la lingerie française, Louise Feuillère. Le point de départ de cette aventure. J'ai rencontré Louise Feuillère qui a été ma prof de modélisme et c'est avec elle elle m'a tout appris, les formes, les tissus, elle nous a aidés à monter superbe dès les débuts et elle nous a encore gardé sous son aile, elle nous conseille tous les jours. La confection est déléguée à des petites mains extérieures mais à Paris. Aujourd'hui, les filles unissent leur savoir-faire pour révolutionner le monde de la petite culotte. Et pour cela, il faut penser au corps des femmes, de toutes les femmes. On a voulu affiner leur silhouette et qu'elles se sentent bien dans leur peau. Donc on a vraiment allongé les lignes. On a repris la taille haute classique qu'on voit en magasin pour l'allonger et ne pas juste focaliser sur ce qu'on n'aime pas sur le corps des femmes, pour vraiment allonger la silhouette. Donc les tailles sont plus hautes, bien au-dessus du nombril, et on a échancré les cuisses. On a vraiment arrondi pour mettre en valeur et sur la fesse également on a vraiment échancré pour que ça fasse une culotte mais qui n'englobe pas toute la fesse, elle la met en valeur sans la couper. C'est vraiment une coupe parfaite. C'est pour avoir une coupe d'une culotte taille haute mais très moderne et qui peut être élégante, sexy mais et confortable. Mais les culottes de ces demoiselles sont surtout connues pour leur design. Velours vert pour les amoureuses, culotte à message pour les superstitieuses ou encore culotte de soirée pour les fêtardes. Alors les collections elles ne bougent pas, c'est vraiment les moments de vie de la femme. On est on garde toujours le quotidien, les soirées et l'amoureux et les exceptions aussi pour tout ce qui est culottes de mariage et les culottes qui donnent des messages qui nous parlent un petit peu. Et donc voilà, ces collections ne bougent pas et nous on sort des culottes un peu comme un magazine au fil des mois en fonction des moments de vie. Voilà, pour l'été par exemple on va sortir la dénudée pour un peu plus légère. Pour les fêtes, on a sorti la douce avec le velours vert. Enfin voilà, pour le nouvel an, on a sorti la boule à facettes. Et pour les plus farouches qui n'oseraient pas encore montrer leur culotte, les filles ont pensé à tout. On prône la culotte, on la revisite et on en parle, on la valorise. Et maintenant, on a envie de la sortir du pantalon, on a envie de sortir les culottes. Et on est en train de travailler sur la collection de maillots de bain et de body.
Alors messieurs, qui porte la culotte maintenant ? Version française est déjà terminée, on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours, bye.